Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jacques-Marie Lotion, député LREM de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous êtes membre de la Commission de défense nationale et des forces armées. Jacques-Marie Lotion, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour. Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet d'actualité dont on a parlé tout le week-end. De nombreuses réactions du monde musulman ont donc éclaté au suite du propos d'Emmanuel Macron lors de l'hommage à Samuel Paty sur la liberté d'expression et les caricatures de Mahomet. On l'écoute, c'était à la Sorbonne il y a quelques jours. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Alors Jacques-Marie Lotion, qu'est-ce que vous pensez de cette allocution? Pourquoi a-t-elle mis le feu aux poudres? Pourquoi certains musulmans l'auraient mal interprétée? Écoutez, moi, je me demande vraiment dans quel monde on vit, parce que le président de la République ne fait que répéter ce que nous savons tous, nous, en France, depuis longtemps. Je me suis même permis d'apporter un petit bout de papier avec l'article 1 de notre Constitution. Je voudrais vous le lire. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. C'est très simple. Donc, à partir de là, vous avez quelques personnes dans le monde musulman, et principalement le premier d'entre eux, M. Erdogan, qui veut monter une cabale contre la France parce qu'il a des intérêts géopolitiques à défendre. Et à partir de là, il essaye de mettre en place une cabale contre la France. Je rappelle que le monde musulman, ce n'est pas que M. Erdogan. Le monde musulman, c'est en Afrique, c'est aussi en Asie. Vous avez le Pakistan, vous avez l'Indonésie, et si on parle du monde arabe, le monde arabe ne représente qu'un quart des musulmans du monde entier. Et à ma connaissance, je n'ai pas vu de manifestation en Afrique, en Indonésie, dans pas mal de pays. Donc là, attention à la déformation visuelle que lorsque vous avez 10 personnes quelque part en Turquie qui brûlent un drapeau français, ce n'est pas le monde musulman. Mais vous n'êtes pas indigné par quand même la réaction de la Libye, même du Pakistan? Vous parlez du Pakistan, où Imran Khan a lui-même tweeté qu'il s'était senti indigné par cette allocution du président. Comment est-ce qu'on doit prendre ces images qu'on voit du président Macron qui est insulté, on brûle ses photos, on brûle le drapeau français dans beaucoup de pays. C'est choquant quand même. Oui, bien sûr que c'est choquant. Mais je répète, on est à la fois... Nous sommes victimes, enfin les gens sont victimes d'un phénomène qui est celui des réseaux sociaux et des fake news ou des déformations. Prenez l'exemple de ce qui est arrivé, hélas, à Conflans-Sainte-Honorine il y a un peu plus d'une semaine. Tout est parti d'un fait qui a été complètement déformé, donc d'une fake news. Vous avez une jeune fille qui vient dire à son papa « Papa, on a montré des images pornographiques, on a demandé aux élèves musulmans de sortir de la classe et le professeur a parlé du monde musulman. » Bon. Et c'est faux. Et cette jeune fille n'avait même pas assisté au cours. Et donc si on vient dire à son père tout ce qu'elle a dit, je peux comprendre sa réaction. Mais sa réaction part déjà d'un fait qui est faux. Et à partir de là, cette fake news, avec les réseaux sociaux, parcourt le monde entier. Et à partir de là, peut enflammer les plus agressifs et les plus salafistes ou les plus islamistes radicaux qu'on peut trouver. Mais au départ, c'est faux. Donc à partir du moment où vous avez le président Macron qui rappelle simplement, 1, la France est une république laïque, 2, les religions ont le droit, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, d'accord? Et deuxièmement, entre guillemets, nous sommes tous égaux. Et il n'y a pas de distinction entre les uns et les autres. Et la liberté d'expression est, bien entendu, à la base de la communauté nationale. Alors, dès samedi soir, on a vu aussi, dans le monde des pays arabes, des produits français qui ont été retirés des rayons des supermarchés. Je pense au Qatar, à Bahreïn, en Jordanie ou au Maroc, la Tunisie aussi. À Bahreïn, ils ont carrément annulé les vols vers la France. Doit-on s'attendre à une forme de représailles terroristes diplomatiques ou économiques de certains pays ? Écoutez, moi je crois d'abord qu'il faut garder raison.
Donc il faut rétablir la vérité. Donc personne n'a attaqué l'islam. Quand le président Macron fait son discours, il s'attaque aux islamistes radicaux terroristes. Point barre. Et à personne d'autre. Vous avez en France des millions de Français qui ont une confession qui est celle de l'islam, qui vivent tranquillement, paisiblement et leur culte, et qui ont le droit de l'exercer tout à fait normalement. Ce n'est pas de ces gens-là qu'on parle. On parle des salafistes, des extrémistes qui veulent, par leurs actions, mettre en cause les lois de la République. Ça n'a rien à voir. Alors, le point d'orgue de ces réactions a été donné, vous l'avez vu tout à l'heure, par les insultes du président turc, M. Erdogan. Alors, on sait que nos relations avec la Turquie se durcissent. Plusieurs sujets dont sont à l'origine des tensions, comme la Libye, la Syrie, les hydrocarbures. Et tout a commencé, vous le savez bien, en 2001, où la France a reconnu le génocide arménien, provoquant des réactions offusquées d'Ankara. Mais ce week-end, le président Erdogan a été vraiment très loin. Il a attaqué la santé mentale du président en lui conseillant de passer des examens de santé et pas seulement. On écoute un extrait de son allocution. Si les pays européens veulent conserver leur position dans le système mondial restructuré politiquement et économiquement, ils doivent se débarrasser de cette maladie de l'islamophobie dans leur corps. Sinon, cette maladie fera s'effondrer de l'intérieur toute l'Europe, de la France à l'Allemagne. Alors Jacques-Marie Le Sian, faut-il voir une menace dans ces déclarations ? Alors déjà, je ne ferai pas de commentaire sur ce qu'a dit M. Erdogan, puisque c'est quand même la première fois qu'on voit un président d'un État insulter de cette façon-là un de ses homologues. Dans ce que vient de dire M. Erdogan, déjà, il y a une chose qui est fausse. Il n'y a pas d'islamophobie. Personne ne s'attaque à l'islam. Je répète, les musulmans en France, je l'ai cité, c'est la Constitution, c'est l'article 1er, sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Donc, tous les cultes ont le droit de s'exercer normalement. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisme radical terroriste. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors, M. Erdogan, lui, a d'autres raisons de sauter sur cette affaire, parce que vous savez qu'actuellement, la Turquie a des visées expansionnistes à la fois en Syrie, à la fois en Arménie, à la fois en Méditerranée orientale, autour de Chypre et autour de la Grèce, sur des sources d'hydrocarbures, et qu'elle aide la Libye. Et, entre guillemets, la Turquie est membre de l'OTAN. Donc nous avons un problème aujourd'hui avec un membre de l'OTAN qui se met à, je dirais, mettre le feu aux poudres un peu partout. Et donc là, il va falloir qu'on trouve une solution pacifique, et non pas militaire, mais pacifique. Mais celui qui met le feu aux poudres, c'est M. Erdogan. Et en accusant les pays européens d'islamophobie, c'est un faux procès. Il n'y a pas d'islamophobie en France. Il y a simplement une tolérance naturelle envers toutes les religions et par contre une lutte contre le terrorisme. Et ce terrorisme, il est mené par des islamistes radicaux, salafistes parfois. Vous avez entendu cette allocution, est-ce qu'il faut quand même y entendre une menace ? Il y a quand même un ton très menaçant dans ce qu'il dit. Ce n'est pas à nous de faire l'escalade, parce que sinon on va continuer comme ça. Je pense qu'il faut d'abord rétablir la vérité, comme nous le faisons là entre nous, de dire à tous les gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas d'islamophobie en France. Point barre. C'est simplement une lutte contre le terrorisme et que M. Erdogan se sert de ce prétexte-là pour probablement aussi détourner l'attention de sa population, car nous savons qu'il a des problèmes intérieurs importants, politiques. Je rappelle qu'il a perdu les élections municipales à Ankara et à Istanbul, que vous savez que la Turquie a été un État laïque, je dis bien laïque, avant même la France, que les femmes turques ont eu le droit de vote dans les années 20, 1920 et quelques, à 1922 je crois, bien avant les Françaises, en 1946, et que le port du voile est interdit dans les universités turques. Et le port du voile était interdit par Atatürk dans plein d'endroits publics en Turquie. Donc la République turque est un État laïque, au moins autant que la France. Et à votre avis, pourquoi Erdogan n'a pas envoyé ses condoléances concernant la décapitation de Samuel Paty ? C'est un des rares chefs d'État qui ne l'a pas fait.
Je pense qu'il faut lui demander, mais M. Erdogan est dans une logique agressive, donc à partir de là, il va faire tout et n'importe quoi dans ce sens-là. À votre avis, comment ça va se solder diplomatiquement? Parce que là, on voit que les insultes fusent. Là, dernièrement, tout à l'heure, il a annoncé un appel au boycott des produits français. Comment, à votre avis, ça va se solder? Comment ça peut se solder diplomatiquement? Écoutez, le mieux, c'est d'ignorer les provocations et de rappeler aux dirigeants turcs, Erdogan, mais aussi d'autres dirigeants politiques turcs, que personne n'a intérêt à une escalade, et surtout pas la Turquie, qui, je le rappelle, fait partie de l'OTAN, et qui a peut-être besoin aussi de l'OTAN pour assurer sa sécurité. Et l'OTAN, ce sont les États-Unis, qui bientôt vont avoir, je l'espère, une élection présidentielle conclusive, et puis l'ensemble des pays de l'Europe. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'une désescalade arrive, et l'escalade, donc, elle n'est pas de notre fait. C'est-à-dire que vous pensez que ça ne va pas faire de petit, cet appel au boycott? Vous pensez que certains pays musulmans ne vont pas suivre? J'ai confiance dans la capacité des pays dans lesquels l'islam est une religion très importante à comprendre et à bien faire la distinction entre des allégations mensongères prononcées par Erdogan et la réalité qui est, un, la liberté d'expression et deux, bien entendu, la liberté de culte. Dans ce contexte, la loi sur le séparatisme, qu'est-ce qu'elle va contenir pour l'essentiel? Alors, c'est un peu compliqué parce que si je le savais, je ne vous le dirai pas, il faut laisser au gouvernement la priorité et la primauté des annonces. L'idée, c'est de renforcer différentes mesures. Vous savez qu'il existe en France une loi, qui est la loi de 1905, qui à l'époque était intitulée « Séparation des églises et de l'État », qui bien entendu visait principalement l'Église catholique à l'époque, qui, je le rappelle, avait des institutions religieuses, des institutions d'enseignement, beaucoup de propriétés, etc. Et l'idée, c'était de faire en sorte que dans cette loi, on cadre ce qui est, je dirais, séculier et ce qui est civil de ce qui est religieux. Donc vraiment ce qu'on appelle une séparation. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'à aucun moment, on ait des visées terroristes qui viennent, d'ailleurs, quelque religion que ce soit, contre l'État français. À partir de là, la loi pour la laïcité ou contre le séparatisme va essayer de renforcer, je dirais, l'arsenal qui fait qu'une personne n'a pas à professer dans une mosquée, dans une église, dans un lieu de culte, des idées qui mettent en cause la République française. Est-ce qu'il est urgent de changer pour vous ? Je pense que j'ai pris aussi le texte de la loi de 1905. Je vous donne un exemple. L'article 26 de la loi de 1905 dit « Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ». Certains jouent un petit peu sur la définition des mots et sont parfois juste, vous voyez, sur une ligne de crête. Et donc, ils ont des propos, ils ont des incitations qui ne sont pas franchement politiques, mais quand même un petit peu. Et donc, comme la France est un État de droit, et non pas un État autoritaire, comme certains, eh bien, avant de condamner quelqu'un, il faut le juger. Et pour le juger, il faut des preuves. Et donc, ce n'est pas simple de venir agir contre quelqu'un qui aurait dit un certain nombre de choses. Il faut le prouver, le démontrer. Et vous avez des terroristes, ou plutôt des islamistes séparatistes qui veulent vraiment rester sur la ligne de crête. Donc ils vont dire les choses, mais juste un petit peu pour ne pas être accusés d'eux. Peut-être que là, on doit renforcer dans la loi la définition des propos qui justement sont, on va dire, séditieux ou qui appellent au trouble à l'ordre public. Et quand Jean Castex annonce qu'on va renforcer ces mesures, de quoi parle-t-il ? Alors, je vous donne un autre article de la loi de 1905, l'article 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché s'exerce dans un lieu de culte et contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois, ou tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres. Et c'est bien ce qui s'est passé là dans cette histoire. Vous avez des gens qui ont appelé
à se manifester contre le professeur, sans se rendre peut-être compte, alors certains étaient de bonne foi, d'autres beaucoup moins, que ça pouvait aller très loin. La preuve, un jeune un peu fou est allé jusqu'à tuer le professeur. Donc là, il y a peut-être une définition des actes et une répression des actes à préciser par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Parce que là, à l'époque, ça concernait les lieux de culte, mais il se trouve que depuis 1905, le monde a quand même changé et que nous avons un phénomène qui est celui des réseaux sociaux. La liberté, bien entendu, est formidablement, je dirais, stimulée par les réseaux sociaux, mais en même temps, les réseaux sociaux sont une source de mensonges, de propagande et de déviations terribles. Et il faut trouver le juste équilibre entre la liberté d'expression, qui respecte chacun, et en même temps, je dirais, le contrôle de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour appeler au crime et au meurtre. Donc, à votre avis, le vrai enjeu, un des principaux enjeux de l'exécutif, ça va être la méthode, ça va être d'informer énormément sur cette loi. Nous avons un arsenal législatif qui existe, mais comme toujours, les lois sont en retard sur le temps. Et nous avons essayé de mettre en place avec ma collègue Laetitia Avia une loi contre la cyber-haine. Donc c'est bien, ça ne cible que ça. C'est la haine qui est véhiculée à travers les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il y a l'anonymat. Donc dans l'anonymat, vous pouvez bien entendu raconter n'importe quelle horreur et vous êtes protégé. Donc la seule chose que l'on peut faire, c'est éviter que ces appels à la haine, au massacre ou à soient, je dirais, communiqués partout. Le Conseil constitutionnel, donc parce qu'en France nous avons des lois et un Conseil constitutionnel et une Constitution, a défendu la liberté d'expression et donc a restreint les dispositions de cette loi. Je dirais que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça prouve qu'il y a bien une liberté d'expression en France et que le Conseil constitutionnel est là pour la préserver. Et inversement, en faisant ça, ça rend plus difficile le contrôle des réseaux sociaux pour éviter que ces réseaux sociaux ne véhiculent la haine, les appels au meurtre et la haine raciale, par exemple. C'est votre prochain enjeu, cette loi sur la cyber-haine ? Oui, le prochain enjeu, c'est de reprendre la loi cyber-haine et de l'améliorer, de la préciser un peu mieux en suivant, je dirais, les conseils du Conseil constitutionnel qui a dit, attention, quand on essaye de restreindre la liberté d'expression dans notre pays, ce doit être uniquement de manière proportionnée par rapport au risque que cette liberté peut faire courir à l'ordre public. Donc si votre expression est un appel à un trouble à l'ordre public, je dois avoir une réponse, mais une réponse proportionnée par rapport à ce que vous avez dit. Mais vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, dans la mesure où ça ne vient pas troubler l'ordre public. Donc c'est cet équilibre difficile entre l'ordre et la liberté. Jacques-Marie Lossian, merci d'avoir été parmi nous. Et puis on vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre prochaine loi qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Au revoir.